maladies du cerveau et de la moelle épinière touchent une personne sur 8 à travers le monde. À Paris, il existe un lieu, un outil qui fait avancer les connaissances sur ces pathologies depuis 10 ans. L'Institut du cerveau est un modèle unique, original et qui mieux que son président pour nous en parler. Professeur Gérard Saillon, bonjour. Bonjour. Alors si vous devez définir l'Institut du cerveau, la recherche de l'Institut du cerveau en une phrase. L'Institut du cerveau, il a un but, c'est comprendre le fonctionnement du cerveau. Et quand je dis comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est le cerveau normal, parce que si vous voulez réparer le moteur de votre voiture, il faut déjà savoir comment il fonctionne lorsqu'il n'est pas abîmé. Et puis comprendre le mécanisme du cerveau malade, du cerveau pathologique. Car actuellement, on traite beaucoup plus les conséquences que les causes. On a une médecine qui est parfois malheureusement contemplative. Vous avez un Alzheimer, mais je n'ai pas de traitement. Et qui est parfois palliative. On compense la baignoire qui fuit, mais on ne bouge pas le trou. Et il faut réparer. Le but de l'Institut du cerveau, de l'ICM, c'est de réparer le cerveau lorsqu'il est atteint, lorsqu'il est malade, pour des maladies neurologiques ou des maladies psychiatriques. Alors l'Institut du cerveau, c'est un modèle unique. Son originalité est d'avoir rassemblé au sein d'un même espace, un même lieu, des scientifiques, des médecins, des patients. Quelles sont les avancées majeures qui ont été réalisées grâce à l'Institut ces dernières années? Alors, pour compléter ce que vous dites, c'est effectivement, on a voulu mettre au même lieu le médecin, le malade, le chercheur, et je rajouterai le businessman. C'est-à-dire qu'il faut savoir transformer l'essai. On ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche. On fait de la recherche pour les patients. Et il faut savoir transformer l'essai, ce qui en France est parfois difficile. Donc on a tout un étage qui est consacré aux start-up. On a 25 start-up en permanence. On en a créé 70 depuis l'origine. Et on a ainsi créé 900 emplois et une dizaine de produits, soit des médicaments, soit des procédés médicaux qui ont été absolument validés. Ça, c'est un élément très important. Alors concernant les avancées majeures qui ont été réalisées au sein de l'Institut? Mais il y a beaucoup d'avancées dans ces deux domaines du cerveau normal et du cerveau pathologique. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas trouvé le traitement de Parkinson, de l'Alzheimer. C'est vrai que c'est comme un puzzle. Tant que vous n'avez pas mis la dernière pièce, eh bien, vous n'avez pas le succès. Mais il y a eu de très nombreuses avancées. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a, par exemple, on arrive à maintenant, avec les big data, à prédire l'avenir d'une maladie d'Alzheimer, un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Alors, il n'y a pas un Alzheimer, il y a 10 Alzheimer différents, et vous me direz, si vous n'avez pas de traitement, ça vous fait une belle jambe. Oui, mais ça permet justement de voir quel va être le parcours, et d'autre part, de mieux tester des médicaments. Si je teste un médicament et que je ne sais pas quelle doit être la finalité sans ce médicament, je n'aurai pas d'éléments comparatifs. C'est une des avancées considérables qui a été faite dans un modèle d'expérimentation thérapeutique. Deuxième exemple, les stimulations cérébrales profondes. On arrive maintenant avec des petites électrodes à stimuler vraiment à un endroit extrêmement précis le cerveau pour traiter 5 à 10% des maladies de Parkinson, pour traiter des TOC, pour traiter des maladies de Gilles de la Tourette, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? J'ai entendu parler du neuronaute. Ce gilet, ce tissu apparemment, ce vêtement qui permet de... Alors, c'est une des autres avancées, c'est les vêtements connectés. Ah, c'est ça. J'ai montré à l'Institut du cerveau que lorsque je vais faire ma crise d'épilepsie, eh bien, 1 heure avant, dans les minutes qui précèdent, il y a déjà des anomalies, il y a déjà une sorte de bug. Eh bien, si je sais que je vais faire une crise d'épilepsie dans 1 heure ou dans une demi-heure et que j'ai un moyen de le savoir par les objets connectés, eh bien, ça me permet de faire le traitement avant que la crise d'épilepsie arrive. Et peut-être que dans un futur très proche, il y aura une sorte de puce qu'on aura sous la peau du crâne qui sera un électroencéphalogramme en permanence, qui vous donnera un warning et qui permettra d'injecter quelque chose sans même que je le sache. Donc ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est par exemple une avancée considérable qui a été faite avec une start-up ici. Une autre, puisque dans les start-up, c'est par exemple Cartera. Cartera, c'est fait par le professeur Carpentier, et ça montre qu'au niveau du cerveau, vous avez une sorte de barrière qui vous protège contre des virus, des infections qui pourraient atteindre le cerveau. Très bonne chose. Mais à l'inverse, si vous avez une tumeur du cerveau et je mets des antimitotiques, cette barrière, elle ne voit pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Elle protège pareil et ça ne rentre pas. Et il a bien montré qu'en stimulant avec des sortes d'ultrasons, eh bien on arrive à ouvrir cette barrière pendant 2 heures, pendant 3 heures, et que l'on peut injecter des anticancéreux si vous avez une tumeur, des anti-parkinsoniens ou des anti de la maladie que vous avez pendant ces quelques heures. Ça, c'est des avancées considérables. Concernant l'imagerie médicale, on a fait aussi beaucoup d'avancées. Alors c'est la compréhension du cerveau normal et on est arrivé à faire une cartographie de tous les milliers et milliers de vaisseaux du cerveau et donc
de voir leur fonction et de voir les conséquences que pourrait avoir une lésion de tel ou tel vaisseau. C'est une avancée considérable qui va permettre de comprendre un certain nombre de mécanismes de maladies ou de traumatismes, par exemple. Alors début 2020, le coronavirus a fait son apparition, s'en est suivi bien sûr la crise sanitaire. Certains patients ont développé des symptômes neurologiques. La Covid-19 a donc dans ce contexte permis de nouveaux sujets d'études pour l'Institut. Vous pouvez nous en parler ? Bien effectivement, lorsque vous avez malheureusement la Covid, très souvent vous perdez le goût et vous perdez l'odorat. C'est typiquement une atteinte neurologique. Si ça s'arrête là et que dans 8 jours ça revient, c'est pas très grave. Mais on a en urgence, et c'est le côté très réactif de l'ICM, trouvé des fonds pour créer une cohorte de plus de 500 sujets atteints par la Covid. Et donc, on a montré qu'il y avait énormément d'atteintes neurologiques, avec des encéphalites, avec des dépressions, avec des atteintes olfactives bien entendu, et d'autres séquelles possibles. Ces résultats vont sortir dans les semaines qui viennent, et c'est vraiment unique au monde, et ça a montré la réactivité de l'ICM. Je dois dire que l'ICM est très réactif, et j'en profite pour dire qu'à l'occasion de cette crise, bien entendu on s'est mis à la disposition de l'hôpital, mais on a créé également il y a 1 an, sous le mode du volontariat, des tests uniquement par la salive. Les chercheurs qui viennent ici ne peuvent pas télétravailler. Et sur les 750, on n'a eu aucun cluster en 1 an grâce à ces tests salivaires qui commencent à venir dans le grand public 1 an après. Et donc ça montre la réactivité, l'esprit d'initiative et d'innovation de l'Institut du cerveau. Professeur Saillant, quels sont les prochains grands défis pour la recherche sur le cerveau à moyen et à long terme ? Bien, vous le disiez vous-même en introduction, c'est que le cerveau, c'est le problème du XXIe siècle avec les maladies infectieuses. On est bien placé pour le savoir et pour le voir au quotidien. Mais c'est le défi du XXIe siècle, dans la mesure où la population vieillit et qu'on est 1 personne sur 8, on va être 1 personne sur 7. Et il faut que toute cette population, c'est un problème de santé publique, puisse rester libre de ses pensées, de ses mouvements. Et ça, c'est un challenge fantastique. Et pour ça, je pense que la neurologie et la recherche faite par l'ICM va permettre d'arriver de plus en plus à une médecine prédictive. C'est-à-dire qu'on va connaître les facteurs de risque des maladies neurologiques. Et si on a la prédiction, il faut avoir la prévention. J'ai le facteur de risque de l'Alzheimer, comment arriver à le prévenir par un certain nombre de nutrition, d'activités physiques, de médicaments et différentes choses. Ça, c'est un élément essentiel. On parle de l'Alzheimer. L'Alzheimer que je vais faire dans 5 ans, ça fait 20 ans que je le prépare, 20 ans, 30 ans que je le prépare avec des petites plaques qui se mettent au niveau du cerveau. Si on arrive à stopper 20 ans avant, j'ai un Alzheimer sans le savoir, j'ai pas de conséquences, ça m'est complètement égal. Et donc on va arriver à cette médecine prédictive, préventive et personnalisée. C'est-à-dire qu'il y aura un traitement spécifique pour chaque personne en fonction de son contexte physiologique et pathologique. Alors, je vais rajouter un autre P à la liste. Vous avez dit préventif, prédictif, vous avez dit personnalisé. J'ai envie de parler également du partenariat, parce que c'est important, le soutien des partenaires comme le Crédit Mutuel Nord-Europe pour l'Institut. C'est effectivement très important et c'est pas pour être politiquement correct, mais je voudrais très sincèrement remercier le CMNE et son directeur général en particulier, Éric Charpentier, parce que c'est un partenariat très spécial. C'est un partenariat qui nous a fait confiance depuis le début, alors que l'ICM l'Institut du cerveau venait tout juste d'exister, et puis qui est dans la durée. La recherche, c'est pas one shot, en une fois on trouve quelque chose, c'est des années. Et si on n'a pas cette fidélisation sur des années, c'est très important. Donc je voudrais très sincèrement vous remercier, d'une part pour votre générosité, pour votre soutien, mais vous l'avez dit, pour votre partenariat. C'est-à-dire que ce genre de manifestations, toutes les petits flashs vidéo qui ont été faits, toutes les communications en commun que l'on fait, c'est des éléments très importants montrant que vous participez, que vous vous intéressez, et les visites que vous faites à l'ICM, et vous savez que l'ICM, vous êtes chez vous, eh bien, c'est un élément très important de ce partenariat. À sa création, l'Institut du cerveau avait pour objectif de faire partie de l'un des 5 plus grands centres de recherche du monde. Alors celui qu'on appelle aussi le Paris Brain Institute, a-t-il atteint son objectif ? Alors, je le dis d'autant plus facilement, avec d'autant moins de modestie que j'en suis pas responsable. C'est les chercheurs qui en sont responsables. En
moins de 7 ans, l'Institut du cerveau est devenu le 2e centre de recherche au monde dans le domaine de la recherche clinique. Et ça, c'est absolument fantastique, extraordinaire, lorsqu'on voit des moyens importants, mais qui sont très limités par ceux qu'on peut voir, par exemple, outre-Atlantique. Et donc, je pense qu'il faut remercier les chercheurs, les membres fondateurs, les partenaires, car c'est pas le chercheur qui a trouvé, c'est le malade qui a trouvé, c'est le chercheur, c'est le médecin, c'est le businessman, c'est le partenaire, c'est le membre fondateur, c'est absolument tout le monde. Et ça permet d'avoir au niveau de l'Institut du cerveau un esprit tout à fait entrepreneurial. On veut être une entreprise, on veut pouvoir être mis en faillite intellectuelle si on n'est pas bon. Eh bien, il faut être jugé, et le fait d'avoir un scoring comme ça, un ranking dans le monde, c'est un élément très important. Et c'est aux banquiers que je parle et je suis gêné, il faut savoir prendre des risques. On peut très bien faire de la recherche avec une gestion père de famille. Je fais progresser la recherche un petit peu. Je n'ai pas pris grand risque, mais je l'ai fait progresser un petit peu. Non, ce qu'il faut actuellement, c'est véritablement prendre des risques. Et un engagement très important. Et ce partenariat nous le permet. Et c'est pour ça qu'on a maintenant une reconnaissance internationale. Et la meilleure preuve, c'est quand on voit que sur les 750 personnes qui travaillent ici, il y en a plus de 40 ou 45%, je crois maintenant, qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire le pouvoir attractif que ça représente dans le monde entier. Un dernier mot à rajouter, un message pour les donateurs potentiels ? Il faut donner à l'excellence. Alors c'est prétentieux de dire qu'on est excellent, c'est facile à dire, il faut le prouver. Eh bien je pense que les progrès de la science qui ont été faits depuis 10 ans à l'ICM montrent cette volonté d'excellence, aussi bien dans la gestion financière que dans la gestion de la recherche, que dans les relations que l'on peut avoir avec nos partenaires. Merci beaucoup, professeur Gérard Saillant. Merci beaucoup.